Merci pour cette première table ronde qui était très riche. Alors, on va s'intéresser à présent dans le détail à deux expérimentations qui ont été rendues possibles par le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Je vais accueillir sur scène Éric Legrand et Théodora Lysop. Alors, Éric Legrand a évalué l'un de ces projets qui s'appelle En route pour la santé. Quant à Théodora Lysop, elle est chargée de projet sur un autre projet qui s'appelle Mobi Colloque. Il va être question à présent d'accès aux services de santé, dont on a peu parlé finalement dans la première table ronde, et d'accès au logement. Donc là, je vous laisse parler tout seul, l'un et l'autre, pour présenter ces projets. Éric Legrand, on va commencer par vous. Vous êtes évaluateur d'En route vers la santé, consultant pour le laboratoire d'études et de recherche sur l'intervention sociale, le LERIS. Bonjour et bienvenue. Donc, bonjour à toutes et à toutes. Alors, effectivement, moi, je suis Éric Legrand, je suis consultant et puis chercheur au laboratoire, donc le LERIS, et on a mené l'évaluation avec Virginie Poujol, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui est la directrice du LERIS, d'un projet qui s'appelle En route vers la santé, qui avait pour but, qui s'est déroulé de 2020 à 2023, qui avait pour but de faciliter, je dirais, l'accès à la santé et aux soins des jeunes sur un territoire rural. Alors, peut-être pour préciser un petit peu le contexte territorial aussi, donc Saint-Marcelin en Vercors. Alors, là, vous voyez juste un point, c'est une communauté de communes de 47 communes, 45 000 habitants, et je dirais aussi à peu près 4 000 jeunes de 15 à 25 ans, qui sont inégalement répartis, je dirais, sur l'ensemble de cette communauté de communes. Et autre caractéristique qu'on ne voit pas à l'écran, c'est que c'est à la fois un territoire montagnard, rural, boisé, voilà, avec aussi, je dirais, une concentration des services sur la ville-centre, qui est Saint-Marcelin en Vercors. Donc, l'idée de ce bus qui est toujours porté par la Maison des familles, qui est un service aussi de promotion de la santé, d'écoute aussi, c'était suite à un certain nombre de constats, effectivement, que les jeunes des autres territoires ne venaient pas forcément dans les consultations ou avaient des difficultés de mobilité géographique, comme le disaient certains jeunes qu'on a interviewés. Voilà, on vient faire nos cours dans la journée au lycée, mais si on ne prend pas le bus scolaire, on ne peut pas rentrer chez nous. Donc, ne pas avoir accès à des rendez-vous médicaux, ou même, d'ailleurs, si on a accès à des rendez-vous médicaux qui sont payants pour certains, et donc ce qui pose un certain nombre de questions et aussi de confidentialité vis-à-vis des parents, parce que parfois, les parents, c'est difficile de leur dire il faut que tu m'amènes à tel endroit. Donc, se poser un certain nombre de questions autour de ça. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, il y a un bus qui a été mis en place, qui s'appelle En route vers la santé, sur l'ensemble du territoire, avec à l'intérieur de ce bus une psychologue et une travailleuse sociale, et qui ont travaillé, je dirais, sur l'ensemble du territoire en travaillant à la fois sur des permanences avec d'autres associations ou d'autres structures, des missions locales, etc. Donc d'aller vraiment sur les communes pour se faire connaître. Une partie d'animation aussi collective dans les établissements scolaires ou dans d'autres types de structures. Et puis, à cette occasion, puisque un des objets aussi, c'était la promotion de la santé mentale et aussi des difficultés de santé mentale qui avaient été perçues et recensées aussi sur le territoire, d'offrir des entretiens individuels avec la psychologue sur 6 consultations gratuites, et voir aussi parfois résoudre d'autres types de situations complexes qui pouvaient arriver. Alors, dire aussi que, parce qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, que les rapports entre évaluateurs et porteurs de projets ont été très bons. Je suis revenu de Saint-Marcelin intact. Mais ceci étant, ça a été aussi une évaluation qui a été embarquée dans tous les sens du terme, puisque voilà, c'est un projet qui demande aussi du temps d'installation. Et effectivement,
même si j'ai entendu que le terme innovation tout à l'heure n'était pas forcément bien perçu, s'inscrire dans un territoire rural n'est pas aussi simple que ça, hein, de porter une innovation, de porter aussi une question autour de la santé qui, pour des élus, ne reste pas forcément le cœur du projet. Donc il y a aussi cette question-là qui s'est posée. Donc on a été embarqué pendant 3 ans. Alors, vous voyez, il y a un certain nombre de chiffres, hein, 2171 bénéficiaires, alors âgés de 11 à 30 ans, pas de 6 à 30 ans, alors à moins que j'en ai oublié peut-être dans le compte. Qu'est-ce qu'on a pu percevoir au travers de l'évaluation qui a été essentiellement qualitative, autour d'entretiens, de professionnels, de jeunes, d'observation aussi, c'est qu'on parle beaucoup plus, on a parlé beaucoup plus de la création d'un écosystème du aller vers. Hein. On parle beaucoup du aller vers comme une stratégie, hein, d'intervention, et même sur les questions de santé ou dans le domaine social. Mais là, on était bien dans le registre d'un écosystème territorial, au travers de ces permanences, au travers de ces accueils qui pouvaient être faits, où, je dirais, chacun a pu trouver sa place et renforcer, je dirais, le lien entre les personnes, entre les élus aussi et les professionnels, et notamment aussi les jeunes. Je dirais aussi que dans cette démarche d'aller vers, on a rajouté, nous, une 3e dimension, c'est accompagner vers, parce que bien souvent, ou trop souvent, les constats aussi qui étaient faits, on ne connaît pas forcément les structures, où on a peur aussi d'aller dans les structures, de peur d'être stigmatisé, notamment sur les questions de santé. Hein, c'est quelque chose qui reste assez fortement posé, et pas uniquement d'ailleurs dans la jeunesse rurale, dans la jeunesse urbaine aussi, on retrouve cette question-là, et que c'est vraiment une démarche progressive qui s'est installée dans le temps, qui a eu aussi des adaptations aussi avec les élus. Ça a été aussi un travail fait avec les élus et aussi avec le retour des jeunes. Alors, on a aussi fait des entretiens individuels qui étaient effectivement liés au bus lui-même, le fait de déambuler, je dirais, au travers de ces permanences sur les places de village, ou aller à la rencontre des jeunes directement dessus. Et puis, on a aussi rencontré des jeunes qui ont été aussi en consultation. Alors, je dis consultation, le terme est un peu excessif, mais qui ont pu avoir des entretiens individuels. Et effectivement, une des satisfactions, enfin, je dirais que c'était une réponse vraiment adaptée en direction des jeunes, notamment en disant, voilà, au travers de ce bus, on nous reconnaît aussi une valeur. On vient nous voir, on vient aussi, alors, entre guillemets, nous chercher, c'est un peu excessif, mais voilà, on pense quand même à nous sur des territoires, parce que, comme j'ai dit, voilà, 4500 jeunes sur ce territoire-là, il y a des communes où il y a 3 ou 4 jeunes. Voilà, hein, il y a aussi ces questions-là qui se posent. On est à l'écoute. Le bus a une configuration, je dirais, ludique et sympathique. Ça, c'est aussi un point qui est assez essentiel dans l'accueil. Et puis aussi, c'est gratuit. Et ça nous permet aussi de répondre à des besoins de mobilité, parce que s'il y a consultation, le bus vient dans l'endroit où on a envie qu'on puisse être reçu. On n'est pas obligé d'aller vers la ville-centre ou autre. Et ça a permis de réduire un certain nombre de phénomènes de non-recours directement à la mobilité ou à la crainte de la stigmatisation. Ça ne permet pas toujours, et c'est pour ça que c'est un écosystème un petit peu global, au bout de ces 6 consultations, bien évidemment, la difficulté, c'est que pour certains jeunes, ils ont besoin d'aller plus loin. Et le retour vers le service payant et non adapté, ou l'engorgement des structures de santé mentale notamment, ne facilite pas les choses, mais c'est des choses qui sont en train d'évoluer aussi dans le temps. Alors effectivement, comme je disais, voilà, ce aller vers qui prend des formes différentes a permis aussi aux jeunes de se sentir reconnus, aussi tenus, mais aussi, je dirais, aux élus des communes, à la fois de s'interroger sur la place des jeunes dans leur commune, au-delà des questions de santé, et aussi de se sentir intégrés dans une communauté de communes qui n'est pas uniquement liée à la ville-centre. Donc en termes de politique publique, il y a eu aussi une réflexion un petit peu globale sur cet aspect-là. Et aujourd'hui, je crois que je vais être dans les temps à peu près,
je suis parfait. Des fois, je m'étonne moi-même. Hein, mais et aujourd'hui, voilà. Alors, ce qui est important, c'est toujours le passage de l'expérimentation à la pérennisation. Hein. Bien souvent, c'est une question de fond. C'est un projet qui perdure. Je dirais ça, c'est un point important et qui s'est intégré, et je dirais qui a été aussi financé et qui est financé. Hein, par les politiques locales de santé et de jeunesse, et qui a été aussi repris par la communauté de communes, justement par son intérêt à la fois sur la question de la santé, et aussi l'intérêt perçu par les partenaires, que ce soit mission locale, conseil départemental, etc. Donc vraiment, ça s'est inscrit dans cette dynamique-là. Donc, et avec un autre regard, alors j'ai un autre regard sur les questions de jeunesse, sur la place du jeune, de sa santé, de son intégration dans les politiques d'une façon générale aussi. Et puis un partenariat qui s'est lui aussi intensifié et qui développe aussi une culture commune autour de la santé mentale, alors, de la promotion aussi de la santé mentale et des réponses à apporter qui ne sont pas liées uniquement, je dirais, aux structures dédiées aux soins de santé mentale, mais de l'attention à l'autre. Et un des objets aussi, effectivement, du projet, c'était de toucher les jeunes filles qui ont été touchées, je dirais, majoritairement par ce projet-là, qui ont permis aussi de les visibiliser, je dirais, sur la place publique et aussi dans les dimensions politiques d'une façon générale de santé et de politique de jeunesse. Merci. Merci beaucoup. Voilà pour l'évaluation de ce projet en route vers la santé. Je vais donner la parole à présent à Théodora Lizop. Donc vous êtes chargée de projet. C'est vous qui avez porté un projet baptisé Mobi Colloque. Vous êtes déléguée nationale de l'Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'avoir fait l'acronyme pour moi. J'allais me représenter. C'est toujours un peu long, l'UNCLAJ. Donc, je représente les comités locaux pour le logement autonome des jeunes. Pour replacer un peu le cadre, moi, du coup, je suis de l'autre côté, du côté chargé de projet. On a suivi donc, ce projet. En tant que tête de réseau, on accompagne le réseau des CLAJ dans plusieurs problématiques, à la fois dans leur développement, dans l'accompagnement des missions d'animation de réseau, et aussi dans des projets parfois plus opérationnels, ce qui a été le cas en 2019, quand on a décidé de répondre à l'appel à projet, et donc de répondre en commun avec 6 CLAJ de notre réseau, qui sont donc placés, vous pouvez voir sur la carte. Il y a le CLAJ du Mont-Saint-Michel, il y avait le CLAJ du Gers dans l'expérimentation, le CLAJ Pays Cœur d'Hérault, je fais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais vous allez me suivre, le CLAJ de Mâcon et le CLAJ du Chablais, et tout en haut, le CLAJ de Saint-Dié-des-Vosges, qui a dû quitter le projet en cours parce que ça rejoint ce qui a été dit lors de la première table ronde sur les financements structurants d'associations. Mais donc les financements du CLAJ, et notamment liés au conseil et à l'accompagnement dans le logement, qui n'étaient plus suffisants pour ce type d'activité. Et donc les 5 CLAJ qui ont continué le projet et qui continuent encore aujourd'hui. Pour revenir un peu sur le projet donc, qui s'appelle Mobi Colloque, en détail c'était Mobi Colloque, se loger, bouger, s'installer avec la sous-colloque en milieu rural. Donc gros projet, on va voir ce que ça a donné. Il y avait 3 objectifs principaux qui étaient donc de développer des solutions de logement clés en main pour les jeunes du territoire, d'essayer de créer des colocations avec de la mixité sociale, donc c'est-à-dire des jeunes qui étaient aussi issus de statuts différents, que ce soit des jeunes apprentis qui étaient avec des jeunes en insertion, des jeunes qui avaient très peu de ressources, qui avaient un contrat d'engagement jeune par exemple, ou un contrat d'engagement jeune en rupture, avec des jeunes étudiants, donc vraiment des profils différents dans ces colocations. Et le 3e axe qui rejoint l'axe du autonome dans l'acronyme CLAJ, c'était d'aller vers l'autonomie résidentielle pour ces jeunes, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir un accompagnement social tout au long de ces sous-colocations pour ensuite accéder à un logement autonome, donc que ce soit une solution de transition vers un logement autonome. Les apports principaux de cette expérimentation, vous pouvez voir les chiffres derrière moi. Donc c'est 110 jeunes entre 16 et 30 ans qui ont été logés par les 5 CLAJ à la fin de l'expérimentation. 16 et 30 ans, c'est l'âge des CLAJ qui accueillent tout public qui aurait une question liée au logement entre 16 et 30 ans. Et c'est 12 logements au total qui ont été captés par les CLAJ, donc à la fois auprès de bailleurs privés et à la fois auprès de bailleurs sociaux. Donc en fait, le CLAJ est un acteur partenarial de son territoire qui va de plus en plus, dans les dernières années, capter des logements dans le diffus pour mettre à disposition directement des jeunes du CLAJ, donc dû
Avant, le cœur de métier, c'était vraiment le conseiller logement. Et en fait, du fait de la crise et qu'il y a de moins en moins de partenaires vers qui orienter, le Clash prend soi-même souvent ce rôle d'aller capter dans le diffus, ce qui nous semblait pertinent avec l'expérimentation de se placer dans cette position de captation. Les prescripteurs aussi ont beaucoup aidé. C'est un peu les mêmes qui ont été mentionnés dans le projet précédent, mais donc les conseils départementaux, notamment sur les jeunes sans centre de l'aide sociale à l'enfance, les missions locales, les CAF, les partenaires un peu historiques des CLAJ, qui ont aussi orienté des jeunes spécialement vers ce dispositif, puisque les CLAJ ont fait le travail de dire qu'ils mettaient en place ce système de sous-colocation pour les jeunes. Alors, il y aura un document synthétique qui présentera les chiffres par CLAJ, parce qu'il y a 5 CLAJ, donc je ne vais pas revenir sur chaque CLAJ, quel type de jeunes ont été captés, mais c'est moitié-moitié en gros entre des filles et des garçons qui ont été logés. C'est 22 jeunes en moyenne par CLAJ, et c'est des jeunes qui correspondent au public classique des CLAJ, c'est-à-dire plusieurs jeunesses. Comme ça a été déjà un peu évoqué dans la table ronde, c'est que les CLAJ ils vont accueillir à la fois des étudiants, mais aussi des jeunes qui ont des ressources très faibles, des jeunes saisonniers, et là on peut le voir selon la carte. Vous pouvez vous en douter, ils ont des problématiques différentes, mais très spécifiques selon là où ils sont placés. Par exemple, le Clash du Mont-Saint-Michel a accueilli beaucoup de saisonniers avec cette sous-colocation. Le Clash du Gers a eu un financement de son conseil départemental pour accueillir des jeunes médecins, donc ce qui n'était pas forcément prévu au début dans le projet. Et en fait, il y avait un enjeu d'attirer, de réussir à faire vivre ensemble des jeunes internes en médecine. Donc, ils ont financé le Clash pour pouvoir loger des jeunes internes. Et puis, on a vers Mâcon, c'est plutôt des problématiques de jeunes qui veulent travailler, rester près de la grosse ville, donc de Tournu ou de Mâcon. Et en fait, c'était d'essayer de trouver quelque chose qui soit bien desservi. Donc, zone rurale c'est resté en zone rurale, mais assez proche quand même de Mâcon, parce que le Clash, quand ils ont essayé de capter vraiment dans des milieux un peu plus éloignés, ils réalisaient qu'en fait, les jeunes n'en voulaient pas. Et il y avait un gros souci de vacances, parce qu'il y avait 1 ou 2 jeunes qui étaient concernés, intéressés, et les autres qui disaient que c'était trop loin de là où ils voulaient se rapprocher de Mâcon. C'est une offre qui a été adaptée en termes de coût au profil des jeunes. C'est en moyenne 287 € de redevance sur les 5 CLAJ. Ça va jusqu'à... Le maximum, c'était 300 € et le minimum, c'était 220 €. Pour les associations, par contre, ça a représenté un coût assez important, à la fois en termes de logement et de captation de logement, et en termes de personnel. Donc, il y avait un vrai enjeu de stabiliser le personnel pour les rotations de logements, notamment quand c'était des logements très courts, parce que ça allait, ça sera présenté, je pense, dans le document, mais ça allait de 6 mois et demi à des très très courtes périodes de 3 semaines parfois pour des étudiants. Donc c'est très variable selon les CLAJ et selon les territoires. Il fallait financer toute cette vacance, ce taux de rotation, et évidemment les déplacements du personnel pour entretenir les logements. Et puis également... L'enjeu important de la vacance, c'est qui va financer cette vacance, qui a rendu l'expérimentation très intéressante en termes de modèle économique pour les CLAJ, qui s'interrogent sur la pertinence de ce modèle, mais compliqué à mettre en place sur de grands nombres. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de plafond pour une association. Il est intéressant d'aller capter plusieurs logements, parce que c'est du temps et qu'aller en capter un seul, ça coûte de l'argent et ça ne sera pas bénéfique pour l'association. Mais en capter trop, on n'a plus les moyens humains et financiers d'entretenir tous ces logements. Et aussi, on a affaire à des taux de vacances importants du fait des statuts des jeunes, du fait qu'il y en a qui ne vont pas être là l'été. À l'inverse, il y en a qui seront là que pendant les saisons. Et que c'est aussi un choix à la colocation et qu'on ne peut pas forcer des jeunes à dire « Tiens, vous avez moins de 30 ans, donc vous allez adorer vivre en colocation ». Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, c'est aussi difficile de remplacer rapidement des jeunes qui sortiraient du logement. Alors, j'ai l'impression d'avoir été un peu négative, mais on a eu quand même beaucoup d'enseignements très positifs, notamment sur le type de public. En fait, ça correspond vraiment à certains jeunes qui poussaient déjà la porte des CLAJ et qui n'avaient pas vraiment de solution, donc notamment les plus précaires parmi ceux qui étaient dans les publics CLAJ, et aussi ceux qui relèvent de financements locaux, c'est-à-dire qui vont être les sortants de l'aide sociale à l'enfance. Ça va intéresser vraiment le département, donc ça va permettre un partenariat entre le CLAJ et le département. Pareil pour les jeunes internes qui ne sont pas forcément un public auquel nous on aurait pensé, et en fait ça a très bien marché dans le Gers et ça va d'ailleurs continuer. Et aussi en termes de typologie de logement, il y a quand même donc une grosse problématique de pas de disponibilité en France de petites typologies de logement qui sont ceux qui sont les plus importants et pour les jeunes et que les jeunes vont rechercher.
Et en fait, cette offre de sous-colocation a permis d'aller capter du logement en T3, T4, T5 parfois, qui est encore un peu plus disponible parce que c'est ceux qui sont un peu moins tendus. Alors encore une fois, il faut le vouloir, que ça s'inscrive dans le parcours du jeune et que c'est un jeune qui ait envie d'être en colocation, mais ça peut permettre d'être une solution, c'est pas la panacée, mais ça permet une solution au niveau local quand il y a vraiment une telle crise de l'offre que c'est plus possible de loger les jeunes qui poussent la porte des Clages. En termes de prix aussi, j'ai déjà mentionné les prix tout à l'heure, mais c'est quand même un gros avantage d'avoir 287 € de redevance. Quand on a la PL en plus, ça peut faire 100 € pour un jeune, donc ça peut être vraiment très intéressant. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit encore sur... j'essaie d'être synthétique parce qu'on nous a dit d'être synthétique. Et non, si peut-être sur la pérennité du projet et puis ce qui se passe maintenant. Donc les Clages, même si l'expérimentation est terminée, vont tous continuer à faire de la sous-colocation. Ils ne vont pas aller capter plus de logements pour autant. C'est ce que je disais tout à l'heure sur un peu ce plafond. C'est que c'est trop compliqué pour eux de financer structurellement des places en colocation et d'aller continuer de capter et de trouver des jeunes. Il y aurait trop de taux de vacances. Par contre, ils ont des groupes de jeunes sur chaque territoire qui sont intéressés. Ils vont continuer avec les logements qu'ils ont déjà captés. Nous, en tant que réseau et en tant qu'expérimentation, ça nous a aussi permis de mettre à disposition du reste du réseau et de la centaine d'associations qui n'avaient pas répondu au projet, de ce qu'on en a tiré et de leur faire vraiment un rendu sur le modèle économique, sur combien ça leur coûte en tant qu'association, en termes de TP, en termes de temps passé, et aussi d'échanger entre les Clages qui ont pu répondre et le reste des Clages du réseau, si d'autres avaient envie de se lancer dans la sous-colocation pour essayer de pallier au manque d'offres de logement sur leur territoire. Et en termes d'évaluation, c'était aussi nous, en tant que réseau, donc on n'a pas tant de moyens humains que ça, et d'être avec un évaluateur du coup, dans le cadre du FEJ, ça nous a permis vraiment, déjà on a bien travaillé en binôme, ce qui était très intéressant, et aussi de passer du temps, lui il a passé du temps sur les territoires, à relever les feedbacks des jeunes notamment et de ce qu'avaient fait les jeunes derrière. Et donc la moitié ont trouvé un logement autonome derrière, ils sont satisfaits. Après l'autre moitié, c'est pas parce qu'ils ont pas retourné dans une situation de précarité, c'est parce que c'était des mobilités dues à la situation professionnelle souvent. Donc ils sont retournés dans la ville où ils étaient avant ou retournés à un apprentissage ailleurs. Et d'avoir vraiment ce retour un peu terrain qu'on n'a pas forcément le temps de faire nous en tant qu'observatoire ou chargé d'études, c'était très intéressant. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel de l'expérimentation. Et puis nous, on aura un document synthétique à diffuser si ça vous intéresse pour avoir en détail sur chaque territoire comment ça s'est passé et quels profils de jeunes ont été logés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour ces deux retours d'expérience très concrets.